Au sommet du G20, le son se coupe précisément quand un jeune capitaine africain s'avance vers le micro. Quelques secondes plus tôt, la retransmission mondiale semblait parfaitement stable, puis vient ce noir absolu au moment où la salle retient son souffle. Et si cette cassure n'était pas un accident technique, mais la réponse paniquée d'un système qui veut empêcher Ibrahim Traoré de mettre un nom et un prix sur la trahison? Combien d'autres vérités disparaissent ainsi dans un silence qui ressemble trop à un ordre venu d'en haut? Cette enquête promet d'éclairer, étape par étape, ce qui s'est réellement joué derrière la coupure du G20 et pourquoi cet instant demeure lourd de conséquences pour l'équilibre politique africain et mondial. Le bénéfice pour le spectateur est clair, comprendre en 10-12 mots les mécanismes discrets qui amplifient ou étouffent une voix africaine émergente. Mais cette promesse n'a de sens que si l'on mesure les risques. Chaque détail mal interprété brouille la lecture, chaque omission transforme l'événement en simple polémique. Dans cette partie, l'analyse expose comment deux trajectoires, celle d'un dirigeant installé et celle d'un officier surgissant du Sahel, créent une tension que la sphère diplomatique préfère souvent minimiser. L'enjeu dépasse la salle du sommet, il touche à la manière dont les institutions africaines s'articulent avec les puissances extérieures et à la rapidité avec laquelle un discours peut modifier un rapport de force fragile. Un micro-hook subsiste. Si une intervention de quelques minutes suffit à provoquer une réaction aussi brusque qu'indique réellement ce réflexe de coupure, la première révélation apparaît dans une tension presque palpable. La coupure du G20 n'est pas survenue au hasard, mais précisément quand un discours s'apprêtait à exposer 10 accusations structurées contre un dirigeant africain en place. Ce chiffre 10 points détaillé comme un inventaire minutieux suffit déjà à indiquer que l'échange n'avait rien d'une joute protocolaire. Le contexte autour d'Ibrahim Traoré cristallise cette rupture. D'un côté, un président rompu aux usages diplomatiques s'appuie sur une histoire longue, sur un langage calibré pour les enceintes internationales et sur une conception graduelle du changement. De l'autre, un jeune officier, perçu dans les sources comme porteur d'une énergie mêlant urgence et refus des compromis habituels, arrive à la tribune sans chercher les codes, les réseaux ni les avantages attachés au poste d'après-mandat. Cette dissymétrie visuelle et symbolique, uniforme militaire face aux costumes impeccables, fonctionne comme un récit en soi avant même que les mots ne soient prononcés. Dans ce décor, la salle ne réagit pas comme lors d'un simple désaccord idéologique. Les sources décrivent un basculement, ce n'est plus une confrontation entre Afrique et Occident, mais un face-à-face entre deux philosophies africaines du pouvoir. L'une s'appuie sur la stabilité institutionnelle, l'autre sur une contestation frontale des arrangements économiques et politiques hérités du passé. Le silence qui suit certaines questions posées durant cet échange, à qui servent les accords, qui bénéficie réellement de certaines politiques, quelle place reste-t-il pour les populations évoquées en toile de fond, devient un élément narratif central. C'est dans cette atmosphère que la coupure prend tout son poids. Elle n'interrompt pas une simple intervention, elle suspend une mise à nu inattendue de rapports hiérarchiques internes au continent. Et si cette suspension répondait moins à un problème technique qu'à la crainte d'un effet domino? Pour guider la compréhension des tensions initiales, l'analyse s'appuie sur deux figures dont les itinéraires illustrent les fractures internes du débat africain contemporain. Le premier acteur incarne l'expérience institutionnelle, il se déplace dans les espaces diplomatiques avec l'aisance acquise au fil des décennies, mobilise un vocabulaire codifié et représente une stabilité que nombre de pays considèrent encore essentielle. Le second acteur, plus jeune, arrive avec une posture directe, marquée par une défiance assumée envers les modèles établis et par une lecture urgente des enjeux économiques comme politiques. Deux cas concrets pointent d'évaluer les effets précoces de cette confrontation. Dans le premier, la réaction immédiate du cercle diplomatique présent au sommet souligne un décalage entre l'attente d'un échange modéré et la brutalité perçue des interpellations formulées. Plusieurs comportements rapportés, regards détournés, immobilité prolongée, absence d'applaudissements, traduisent la difficulté de gérer publiquement un discours qui déplace la responsabilité vers des acteurs traditionnellement considérés comme garants des équilibres régionaux.
Dans le second cas, l'attention suscitée chez une partie de l'audience plus jeune montre que cette rupture de ton résonne bien au-delà du protocole. Elle révèle un besoin latent de clarté, même quand cette clarté expose des tensions longtemps dissimulées. Ces premiers impacts ne modifient pas encore les structures, mais ils redessinent la perception des rôles. L'ancien modèle d'autorité se trouve questionné, tandis qu'une parole plus frontale gagne en visibilité. Ainsi, une question se pose alors. Cette bascule précoce annonce que l'affrontement ne restera pas limité à un incident technique. Tout démarre par un déclencheur simple mais chargé, l'entrée dans la salle d'un officier qui ne correspond pas au code visuel du sommet. Les sources décrivent un contraste immédiat, presque narratif, entre les uniformes marqués par l'expérience du terrain et les costumes travaillés pour les exigences internationales. Ce décalage ne relève pas seulement de l'apparence, il prépare la scène à une intervention qui refuse les médiations habituelles. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'élément perturbateur d'un environnement conçu pour absorber les discours les plus abrasifs. La tension initiale s'installe moins par les mots que par l'attente qu'ils suscitent. Le basculement survient quand la prise de parole débute, portée par une série d'interpellations directes. La dynamique change brutalement. Au lieu d'un exposé consensuel, le public découvre un enchaînement d'accusations numérotées qui ciblent des choix politiques et économiques précis. Chaque point fonctionne comme un projectile rhétorique que le protocole ne parvient pas à amortir. La salle perçoit l'inversion des rôles. L'émetteur n'incarne plus la position subalterne généralement associée aux délégations venues du Sahel, mais adopte le registre du contre-interrogatoire, les mouvements discrets dans l'assistance, arrêts de plumes, regards échangés, gestes figés matérialisent ce glissement inattendu. Le point culminant intervient lorsque le discours touche une zone que les sources décrivent comme particulièrement sensible, la relation entre leadership continental et mécanismes de coopération internationale. Le ton se durcit, les questions posées ne laissent plus d'espace à la neutralité formelle. Elles pointent des incohérences perçues, notamment autour des décisions qui affectent la production locale, les formes de dépendance financière et la manière dont certaines organisations africaines assument des positions alignées sur des intérêts extérieurs. Cette montée en intensité transforme le cadre du sommet en arène où s'entrechoquent deux visions du rôle continental. C'est alors que survient l'événement technique qui marque profondément la lecture publique de la scène, la coupure sonore. Le geste paraît anodin, mais sa synchronisation avec les propos énoncés lui confère une valeur symbolique lourde. L'interruption agit comme une barrière posée entre la salle et les spectateurs extérieurs. Les sources insistent sur l'effet immédiat. La suspension provoque un flottement, brouille l'élan argumentatif et redessine le tempo émotionnel de l'échange. Aucun commentaire ne suit dans l'instant, la coupure parle d'elle-même. L'onde de choc se propage ensuite à travers les réactions, non pas officielles, mais comportementales. Certains participants adoptent une posture de retrait, d'autres fixent les documents devant eux comme pour éviter de soutenir ou contester ce qu'ils viennent d'entendre. Dans les cercles extérieurs, la rupture technique devient matière à spéculation. Elle réoriente l'attention du fond vers la forme et introduit une ambiguïté qui nourrit l'interprétation. Silence involontaire ou suspension délibérée. L'incident apparemment mineur devient ainsi le catalyseur qui transforme une prise de parole en événement commenté bien au-delà de la salle. Et c'est cette propagation silencieuse qui prépare les questions à venir. L'analyse des éléments chiffrés commence par une approche baseline delta, même si les sources ne proposent pas de statistiques formelles. Le premier repère concerne la structure en 10 points qui organise les accusations présentées lors de l'intervention interrompue. Cette base permet de mesurer le delta narratif produit par la coupure technique, un passage d'un déroulé structuré à un silence abrupt qui reconfigure l'interprétation publique. La transition entre ces deux états crée une fracture observable dans la dynamique de réception, car le public ne suit plus la suite logique de l'exposé, mais s'arrête sur l'instant suspendu. Le deuxième repère s'appuie sur les 3 à 5% évoqués dans la source à propos des redevances minières mentionnées pour illustrer un déséquilibre perçu entre extraction et bénéfice local.
Ce chiffre sert de baseline pour comprendre la critique formulée. Il fonctionne comme un indicateur qui, selon la logique du discours rapporté, symbolise un partage jugé minimal par rapport à la valeur globale générée. Le delta n'est pas un nombre ajouté, il réside dans la comparaison implicite entre potentialité et réalité. Cette tension crée un cadre quantitatif sans extrapolation, suffisant pour éclairer la profondeur de l'accusation. Le troisième repère porte sur la description des subventions européennes, présentées comme des milliards d'euros soutenant certaines productions agricoles. Ici encore, le chiffre fonctionne comme un ancrage narratif plutôt que comme une donnée à détailler. La baseline représente la masse financière mobilisée par les États européens, tandis que le delta se lit dans les effets suggérés, distorsion de prix, concurrence ressentie comme inégale et difficulté pour les producteurs locaux de maintenir une marge viable. L'objectif n'est pas de quantifier précisément ces écarts, mais d'expliciter le mécanisme évoqué dans la source, en respectant les limites factuelles. Chaque mesure requiert une phrase de clarification. Pour la première mesure, 10 points, la structure numérotée sert de colonne vertébrale argumentative et la coupure modifie cette progression prévue en interrompant une séquence que le public anticipait complète. Pour la deuxième mesure, 3 à 5%, ce taux agit comme un signe de disproportion perçue entre richesse extraite et bénéfices redistribués sans nécessité d'amplification additionnelle. Pour la troisième mesure, milliards d'euros, l'ordre de grandeur permet d'évaluer l'asymétrie des moyens engagés et sert de base à la critique sur la compétitivité locale décrite dans le discours. Ces quantifications, bien que limitées par les données disponibles, montrent que l'enjeu dépasse la rhétorique. Elles se mettent en lumière un schéma où chaque élément chiffré, même minimal, renvoie à un rapport de force décrit dans la source. La logique baseline delta donne une structure cohérente à cette lecture, un point de départ établi, un écart perçu et une interprétation politique qui en découle. Ce sont ces variations, non les valeurs absolues, qui nourrissent l'attention analysée. Et cette tension annonce les confrontations argumentatives à venir. La première thèse défend l'idée que les structures de coopération actuelles constituent un rempart indispensable pour garantir une forme de stabilité continentale. Selon cette position, les dispositifs diplomatiques économiques et sécuritaires mis en place depuis plusieurs décennies offrent aux États un cadre prévisible qui protège contre des ruptures brutales. Les partisans de cette vision estiment que les alliances internationales, même imparfaites, fournissent des ressources, de la visibilité et une reconnaissance institutionnelle difficilement remplaçable. Ils soulignent également que la transition vers des modèles alternatifs exige du temps, des capacités techniques et une maturité institutionnelle qui ne se décrètent pas. Le maintien d'une continuité, même contestée, est alors considéré comme le moindre risque. La deuxième thèse adopte un angle presque opposé. Elle soutient que la stabilité apparente masque des dépendances enracinées et une architecture décisionnelle où certaines institutions africaines reproduisent des schémas hérités d'anciens rapports de force. Cette position met en avant les limites des accords commerciaux décrits dans la source ainsi que la manière dont certaines formes de coopération sécuritaire renforcent davantage la présence d'acteurs extérieurs que les capacités locales. Les défenseurs de cette ligne affirment qu'une transformation profonde ne peut émerger tant que les logiques antérieures ne sont pas remises en question. Ils considèrent la critique frontale comme un catalyseur nécessaire, même si son intensité dérange. La réponse articulée entre ces deux visions s'appuie sur les éléments fournis par la scène décrite. Le discours interrompu présente en effet une série d'interpellations pointant des choix politiques, économiques et institutionnels spécifiques, sans pour autant rejeter explicitement l'idée de coopération en soi. Ce qui est questionné selon la source n'est pas la possibilité de s'allier, mais la manière dont certaines alliances influencent la distribution des bénéfices, les marges de décision et les effets sur les populations évoquées indirectement. La tension ne naît donc pas d'un refus absolu de collaborer, mais d'un désaccord sur les conditions, les priorités et les responsabilités imputées aux différents acteurs. Cette lecture nuancée permet d'assembler les deux thèses sans les opposer mécaniquement. Un basculement net apparaît, la seconde moitié du récit s'anime lorsque l'attention se déplace du choc initial vers les effets plus profonds de la coupure. Le sommet cesse d'être uniquement le théâtre d'un incident technique pour devenir
définir l'espace où se dévoile une fracture interne du leadership africain. La présence d'Ibrahim Traoré, dont le discours s'articulait autour d'interpellations ciblées, agit comme un prisme révélant la divergence entre continuité institutionnelle et contestation frontale. La rupture devient alors moins un événement isolé qu'un signal sur l'état de tension que traversent les structures régionales. Ce déplacement du cadre modifie aussi la manière dont les différents acteurs perçoivent leurs responsabilités. Certains voient dans l'interruption un signe de fragilité narrative, comme si un récit maîtrisé venait soudain de rencontrer un point de résistance. D'autres y détectent une inquiétude latente, celle qu'un discours trop direct réussisse à mettre en lumière les zones sensibles d'un équilibre diplomatique déjà sous pression. Ce midpoint introduit ainsi une grille de lecture différente, plus attentive aux implications de la scène qu'à son apparence immédiate. Il prépare la transition vers l'examen des conséquences concrètes où l'incident acquiert son véritable poids. Les effets pour l'appareil d'État constituent le premier ensemble à examiner. L'incident technique, synchronisé avec un discours structuré en 10 points, fragilise la perception d'une communication maîtrisée au sein du sommet. La scène, telle que décrite dans la source, expose un décalage entre l'image de continuité institutionnelle et la réaction suscitée par l'intervention interrompue. L'apparition d'Ibrahim Traoré au centre d'un échange aussi tendu révèle un trouble interne quant au rôle attendu des dirigeants africains dans des enceintes internationales. Ce trouble nourrit un débat sur la capacité des structures étatiques à absorber des critiques frontales sans altérer leur cohérence apparente. Le deuxième ensemble concerne les dynamiques économiques évoquées implicitement dans le discours. Les points rapportés autour des accords commerciaux, des subventions extérieures et des redevances minières minimalistes soulèvent des interrogations sur la manière dont les décisions internationales influencent la production locale. L'incident amplifie ces interrogations car la coupure donne l'impression que certains sujets restent difficiles à traiter publiquement. Cette impression agit comme un vecteur de réévaluation de la marge de manœuvre économique réellement détenue par les États mentionnés. Les réactions observées dans la salle suggèrent que ces questions dépassent de loin le cadre strictement technique du sommet. Les effets sociétaux forment un troisième groupe. Les sources décrivent une réception particulièrement marquée chez les publics plus jeunes, sensibles à la clarté et au ton direct de l'intervention. La coupure, plutôt que d'affaiblir cette perception, contribue paradoxalement à renforcer l'attention portée au contenu du discours, comme si la rupture accentuait l'importance des thèmes abordés. Ce phénomène alimente une dynamique où le contraste entre expression institutionnelle et parole frontale devient un élément de mobilisation symbolique. Le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme un repère narratif associé à cette tension croissante. Le quatrième ensemble touche aux répercussions régionales. Le récit présenté dans la source évoque une fracture perceptible entre différentes conceptions du rôle continental, ce qui éclaire le positionnement de certains États vis-à-vis de leurs partenaires. L'incident technique replacé dans cette grille de lecture agit comme un révélateur de divergences déjà présentes mais rarement exposées de manière aussi directe. Il met en évidence une sensibilité accrue à la manière dont certaines interventions peuvent redessiner les équilibres entre pays voisins. Cette résonance régionale crée un champ d'attention élargi autour du débat qui suivra nécessairement l'événement. Au total, ces 4 catégories d'effets montrent que la scène dépasse largement l'apparence d'une anomalie sonore. Les réactions, les interrogations et les tensions décrites dans la source s'imbriquent pour construire une lecture où chaque acteur doit réévaluer son rôle. L'incident devient ainsi un pivot narratif qui prépare les scénarios des mois suivants. Le scénario de base repose sur une continuité prudente. Les institutions concernées maintiennent leur ligne habituelle en cherchant à atténuer les tensions suscitées par l'incident décrit dans la source tout en préservant les cadres de coopération existants. Les échanges officiels adoptent un ton plus mesuré afin de réduire les effets de polarisation produits par l'intervention interrompue. Cette approche vise à stabiliser les perceptions externes et à éviter que la scène ne devienne un précédent influençant d'autres forums. Le résultat attendu serait une gestion discrète des divergences, sans modification profonde des équilibres. Le scénario optimiste envisage une évolution progressive des discussions internes. L'incident agit alors comme un déclencheur permettant
permettant de mettre en lumière certaines incohérences relevées dans le discours, notamment sur les choix économiques, les modalités de coopération et les mécanismes institutionnels critiqués. Les acteurs concernés pourraient utiliser cette mise en évidence pour réévaluer certaines priorités en intégrant davantage les attentes de publics plus jeunes mentionnées dans les réactions rapportées. Une dynamique d'ajustement s'installe, non pas brusquement, mais par petites corrections successives. Cette trajectoire produit une amélioration de la transparence perçue et une réduction des tensions narratives. Le scénario pessimiste se structure autour d'un durcissement. La scène du G20, telle que décrite, pourrait renforcer les crispations déjà présentes entre différents types de leadership. Dans cette perspective, l'incident technique et les sujets abordés deviennent des marqueurs de désaccords profonds, entraînant un repli institutionnel et une fragmentation accrue des positions régionales. Les discours plus directs alimentent alors une polarisation durable, compliquant la gestion des dossiers communs et augmentant les risques de divergences prolongées. La perception d'un manque d'unité s'accentue et pèse sur les dynamiques de coopération évoquées dans la source. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de raisonnement demeure utile, adopter une lecture séquentielle des événements, observer ce qui change réellement dans les pratiques décisionnelles au lieu de se focaliser uniquement sur l'incident isolé, permet de distinguer signal durable et bruit circonstanciel. Cette démarche évite d'extrapoler au-delà des éléments fournis. Pour le premier groupe, constitué d'auditeurs intéressés par les mécanismes institutionnels, l'incident du sommet agit comme une invitation à réévaluer la robustesse des cadres existants. La scène, telle que relatée dans la source, montre qu'un échange structuré peut être bouleversé par une rupture imprévue, ce qui amène ce public à s'interroger sur la capacité des institutions à absorber la critique. Ce questionnement ne porte pas uniquement sur la technologie, mais sur la réaction collective face à un discours direct. Il suscite un intérêt renouvelé pour les processus décisionnels. Le deuxième groupe rassemble des spectateurs sensibles aux implications économiques évoquées. Les points du discours rapportés touchent à des thèmes qui concernent directement les dynamiques de production et de compétitivité, même si les données restent qualitatives. L'incident amplifie cette sensibilité en laissant entendre que certains sujets demeurent délicats à aborder publiquement. Ce public identifie dans cette situation un révélateur de tensions liées au choix de partenariat. La coupure devient ainsi un prisme pour observer les marges de manœuvre mentionnées indirectement. Le troisième groupe est composé de jeunes auditeurs qui, selon la source, réagissent particulièrement au ton direct et aux questions posées. Pour eux, l'interruption ne réduit pas la portée du discours, elle en renforce l'écho symbolique. Ils lisent dans ce contraste entre protocole et confrontation une invitation à examiner de manière plus critique les équilibres institutionnels. Ce ressenti crée un espace d'interprétation où le sens dépasse l'événement lui-même. La scène agit alors comme un point de départ pour des discussions plus larges. Ces trois angles montrent que l'incident touche différents publics selon leurs attentes. Il met en circulation des questionnements que le récit initial ne suffisait pas à épuiser. La première étape consiste à clarifier les thématiques rendues visibles par l'incident du sommet. Les acteurs institutionnels peuvent établir un calendrier interne court pour identifier quelles questions soulevées dans le discours interrompu appellent une réponse collective. Cette approche ne vise pas à valider ni invalider les propos, mais à créer un espace méthodique d'examen. L'apparition de points numérotés dans l'intervention évoquée offre une structure utile pour organiser cette analyse. Une grille de suivi mensuel permettrait d'observer la progression. La deuxième étape concerne la communication publique. Les institutions peuvent définir un protocole afin de garantir que les interruptions techniques, comme celles survenues au moment où Ibrahim Traoré développait ses arguments, ne deviennent pas un élément ambigu dans la perception extérieure. Un mécanisme de compte-rendu publié à intervalles réguliers contribuerait à réduire les interprétations spéculatives. Ce protocole doit rester descriptif, sans intention argumentative. L'efficacité se mesure à la stabilité du climat informationnel qui en découle. La troisième étape vise à renforcer l'examen des partenariats existants. Les thèmes évoqués dans la source touchent aux conséquences économiques et institutionnelles de certaines décisions, ce qui nécessite un cadre comparatif. Les acteurs concernés peuvent établir une période d'évaluation de 6 mois pour examiner les
marges de décision réellement disponibles. Cette période doit inclure des consultations internes et un retour structuré vers les organismes régionaux. La qualité du processus se mesure à la cohérence des synthèses produites. Une quatrième étape peut être ajoutée lorsque la situation l'exige, ouvrir un espace d'écoute destiné aux publics les plus sensibles aux tensions décrites. Ce dispositif offre une lecture plus fine des attentes sociétales. L'indicateur pertinent devient alors la diversité des contributions recueillies. Le contraste des deux trajectoires présentées plus tôt revient comme un fil rouge dans cette conclusion. D'un côté se trouve la voie institutionnelle façonnée par des décennies de pratiques diplomatiques et par une conception progressive des réajustements nécessaires. De l'autre, la présence d'Ibrahim Traoré, dont l'intervention interrompue sert de repère narratif, rappelle la vigueur d'une expression qui interroge frontalement les structures évoquées dans la source. Ce rappel ne vise pas à magnifier l'un ou l'autre modèle, mais à souligner la tension qui façonne désormais la lecture des événements. Le public observe ainsi non seulement un incident technique, mais une rencontre entre deux manières d'assumer la responsabilité politique. Ce retour à la dualité initiale donne au récit une cohérence émotionnelle sans rompre la neutralité analytique. Chaque trajectoire porte sa charge symbolique et la scène décrite agit comme le point où ces lignes se croisent. Les réactions rapportées montrent que cette intersection a laissé une marque durable dans la perception des différents publics. Elle rappelle que la visibilité d'une parole peut modifier la manière dont un débat est reçu, même lorsqu'il est interrompu. En guise d'introduction, la tension révélée dépasse largement la coupure du sommet. La scène décrite dans la source laisse une impression qui dépasse largement le cadre institutionnel. Elle évoque une manière de regarder les échanges politiques non comme des blocs figés, mais comme des espaces où la parole, même interrompue, peut modifier les perceptions collectives. Le spectateur qui suit ce récit peut y voir un rappel discret. La compréhension d'un événement dépend autant de ce qui est dit que de ce qui s'interrompt. Les réactions, les silences et les déplacements d'attention deviennent eux aussi des éléments de lecture. Cette approche ouvre une parenthèse où chacun peut réfléchir à ce qu'il attend réellement des forums internationaux. Une invitation douce se dessine alors pour suivre l'examen des dynamiques évoquées sans chercher de conclusion hâtive. Les débats soulevés par l'incident du sommet méritent d'être explorés avec patience en tenant compte des différentes sensibilités mentionnées dans les sections précédentes. Participer à cette réflexion, c'est reconnaître que la complexité fait partie intégrante des transformations politiques. La valeur de l'échange réside souvent dans le dialogue qu'il suscite plutôt que dans une réponse immédiate.